les amis, on a la réponse de notre cher ami Vladimirovitch Poutine. On va écouter ça et puis on va en parler. Allez, c'est parti. L'état-major de Kiev qui organise des actes terroristes demande en même temps une suspension des combats pour 30 ou 60 jours. Qui négocie avec des terroristes, avec ceux qui parient sur la terreur? Pourquoi les récompenser en leur offrant un répit dans les hostilités? Car il sera mis à profit pour injecter des armes occidentales dans l'armée, pour poursuivre la mobilisation forcée et pour préparer d'autres attaques terroristes. Alors certains, bien évidemment, ne cachent pas, alors on les écoutera, hein, les ultras, les idéologues russes, ceux qui poussent Poutine, et il y en a beaucoup. Il ne faudrait pas trop plaisanter avec ça, même si vous avez quelques fanfarons et on les regardera à la télévision. Il y a du fond. Le nucléaire, on en parle ou on n'en parle pas sur une éventuelle réponse? Beaucoup s'interrogent. Il y avait un ancien militaire, un haut gradé britannique qui hier s'inquiétait, disait qu'il y a... Pour ma part, je vais me jeter à l'eau de suite. Je pense qu'il y aura pas de riposte nucléaire. Je pense que ça va être foudroyant. Par contre, je pense qu'il y aura des missiles, il y aura des vraies bombes qui vont tomber sur Kiev. Par contre, ils vont pas s'attendre à ça. Il y avait des cas de figure, des possibles réponses. Est-ce que la Russie pourrait aller jusque-là? Tout à l'heure, Gallagher nous disait c'est difficile de faire pire que le pire. Il y a toujours pire, en fait. Oui, il y a toujours pire, et on sait que du côté russe, il y a quand même cette tentation d'aller vers le nucléaire tactique depuis le 24 février 2022 et leur manque d'avancée criante sur le terrain. On sait qu'il y a cette tentation. On sait aussi que ce sont les Chinois qui les tirent un peu par la manche en essayant de les dissuader le plus possible de ne pas le faire, avec aussi la précédente administration américaine. On connaît assez mal la nouvelle position de l'administration Trump sur le sujet, mais oui, on sent qu'elle est... Vous ne voulez pas que la Russie tire le nucléaire. Ça, je veux bien, je suis d'accord avec vous. Le nucléaire, c'est un seuil un peu plus trop haut. Mais en revanche, vous, par contre, ça ne vous dérange absolument pas d'attaquer la Russie comme vous le faites. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est une attaque terroriste. Vous faites des attaques terroristes, vous planifiez des attaques terroristes sur le sol russe et derrière, vous vous plaignez. Si il faut utiliser une arme nucléaire tactique, je suis pour. Mais en revanche, une arme nucléaire, je suis contre. Et là, cette tentation russe, après, est-ce qu'elle serait adaptée? Est-ce qu'elle serait efficace? Non. 37% des Français rêvent de lancer leur entreprise, et comme ça demande beaucoup trop de démarches, beaucoup n'osent pas se lancer. Et c'est sûrement ton cas, si tu... Non. Vous êtes tous sur la même longueur d'onde? Ouais, elle serait dévastatrice en plus pour la Russie, parce qu'elle ferait basculer en fait le conflit et le monde dans un autre univers, celui du nucléaire en l'occurrence. Ah bah je suis désolé, hein, si vous voulez pas que la Russie en arrive là, il fallait pas utiliser des attaques terroristes comme vous l'avez fait. Donc arrêtez un moment. Au bout d'un moment, vous vous foutez de la gueule du monde. Gallagher, toi, tu te fous de la gueule du monde. Ce type-là, il raconte que des salades, que des bobards. T'es incroyable, toi. Et la réponse serait nécessairement dévastatrice pour les Russes et ils n'obtiendraient pas de supériorité d'un point de vue tactique ou stratégique sur le champ militaire. En fait, le but là, Gallagher, il a pas compris, c'est pas d'avoir une supériorité sur le plan, comment ça s'appelle, sur le front ou quoi que ce soit, ça sera juste de répondre à cette attaque barbare que Kiev a fait. Et pour ça, s'il faut leur envoyer un nucléaire, il faut. Tactique, bien évidemment, je précise. Autre chose, c'est qu'on perdrait les alliés, pardon. Arthur m'a mentionné à juste titre la Chine, l'Inde, exactement, oui. En fait, on est en train de tomber dans le piège du général Kellogg qui oublie de dire que les aéronefs qui ont été ciblés par les Ukrainiens, dont certains appartiennent certes aux forces aériennes stratégiques, sont utilisés pour cibler encore une fois des structures civiles et tuer des civils ukrainiens. Tous les jours. Donc, mais tous les jours, vous avez même pas honte. Regarde ce bouffon-là qui dit, ouais, c'est utilisé tous les jours pour tuer des civils ukrainiens. Mais t'as pas honte, toi? C'est incroyable. C'est lui qui dit ça. Les terroristes sont partis pour ce qui est, oui, je sais, c'est comme ça que je les appelle désormais. Qui est parti déposer des bombes sur des rails. Merde, sur des ponts. Il y a des civils là-dessus.
Il y avait des civils dans les rails, enfin dans les trains. Il y avait des civils sur le pont. Et heureusement que le pont il n'est pas tombé. Sinon les civils qui auront été dans les voitures sur le pont, qui seront tombés dans l'eau, qui seront morts. Les civils qui ont été morts dans le train. Vous en parlez de ça? Vous en parlez pas de ça. Mais par contre, quand c'est la Russie qui veut riposter, ah là, de suite, non, il faut pas que la Russie fasse ça. Mais c'est arrêtez votre double standard là, imbécile que vous êtes. Est-ce que ça veut dire les missiles? Oui, est-ce que le général Kellogg est en train de nous dire que un pays qui possède ce type de bombardier stratégique peut, en toute impunité, les utiliser pour tuer des civils et que nous ne pourrons jamais les toucher parce que sinon on déclenche automatiquement la Troisième Guerre mondiale ou la guerre nucléaire. Ça nous renvoie à cette idée de la sanctuarisation de l'agression grâce à des moyens non conventionnels. Donc vous avez de l'armement nucléaire ou des moyens potentiellement non conventionnels. Vous les utilisez pour tuer des civils ou cibler des structures civiles et vous êtes intouchable, précisément parce qu'il y a ce spectre et cette menace. Et c'est justement ce genre de mythe-là que l'Ukraine essaye, à nos yeux, c'est ça qu'il faut comprendre, de faire tomber en occupant une partie du territoire russe, à Koursk, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, en ciblant ces aéronefs, parfois des milliers de kilomètres de leurs frontières, c'est pour nous dire, arrêtez de vous laisser paralysé, de laisser vos esprits pollués par tous ces mythes et ces fables sur... Alors lui, il n'a pas honte du tout. Il n'a vraiment pas honte, hein, ce type. Il raconte de la merde. Effectivement, attention, ils vont utiliser l'arme nucléaire tactique dès que vous touchez à un avion ou à un bout du territoire. Le nucléaire, oui, non, c'est impossible. On peut agiter... Alors, d'ailleurs, on agitait beaucoup officiellement le nucléaire pendant 2 ans et demi de guerre. Et c'est vrai que depuis 6 mois, on a le sentiment qu'autour du Kremlin, les très proches de Poutine ne jouent plus trop avec ça. Alors si, il y a toujours Medvedev, mais enfin, on va le mettre dans une case à part, lui. J'aurais plutôt tendance à dire non parce qu'on voit, d'ailleurs Poutine le laisse entendre dans son intervention, qu'ils vont d'abord et avant tout chercher à avoir des gains diplomatiques des pertes qu'ils ont encaissées. C'est-à-dire à trouver des moyens plus clairs encore de justifier le fait que la négociation, il faut la laisser tomber. Ils la font traîner, ils la mettent en échec à chaque fois qu'ils peuvent. Et là, ils vont... Donc ce type-là, c'est Thomas Frank avec sa sale gueule là, qui dit que la Russie fait tout pour pas que les négociations avancent. Mais je rappelle à ce type-là que la Russie a toujours eu le même discours par rapport aux négociations en disant « Écoutez, nous, voilà ce qu'on vous demande, c'est-à-dire la neutralisation de l'Ukraine, le fait de non-adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, qui doit être une des conditions à respecter, sinon il n'y a pas de cessez-le-feu, sinon il n'y aura pas de paix. Donc l'Ukraine ne peut pas accepter ça. Et du coup, on parle des oblasts qui sont occupés actuellement par la Russie, d'autres qui disent à 70%, même si c'est le cas, la Russie le veut tout. L'Ukraine ne veut pas accepter ces conditions. Donc en fait, c'est quoi le problème, concrètement? Il faut me le dire. Non mais franchement... Dans la logique de, vous vous rendez compte, on subit des attaques terroristes, enfin on marche sur la tête. Qui sème la terreur dans quel pays en bombardant les hôpitaux, les infrastructures énergétiques, etc. Ils vont plutôt chercher à transformer cette perte stratégique en un gain diplomatique pour pouvoir trouver tous les prétextes nécessaires pour faire tomber les négociations et donc continuer leur guerre telle qu'ils l'ont voulu. Est-ce qu'au-delà de ça, ils auront intérêt à aller sur le terrain de la riposte nucléaire? Au plan de la doctrine, rien ne les en empêche. C'est, comme l'a dit... Non, surtout qu'elle a été réévaluée en ce sens. Hein. Taper contre les bombardiers pouvant servir au nucléaire russe, c'était mettre les pieds dans le plat et surtout déchirer la doctrine nucléaire russe. Donc peut-être que ça pourrait advenir, mais je pense qu'en premier lieu, ça va avoir des effets sur le terrain diplomatique. Idem. Poutine, il est coincé aujourd'hui. Il est dans une situation où il doit dire à sa population « j'ai échoué ». Il a dit depuis 2022 « je ne vous entraîne pas dans une guerre, c'est une opération spéciale » pour sauver nos frères russophones. Aujourd'hui, il y a une guerre sur son territoire, même si les civils ne sont pas directement visés, n'empêche que le ciel russe n'est pas protégé. Donc, faire des rails en train, les civils ne sont pas visés. Donc, toucher un pont qui sert à passer de la Russie à la Crimée, les civils ne sont pas visés. Mais meuf, tu te rends compte de ce que tu dis là? La quantité de bêtises qui sort de ta bouche en l'espace de 30 secondes, c'est juste colossal. Il ne peut pas s'isoler complètement en utilisant l'arme nucléaire parce que pour le coup, ses alliés ne comprendraient pas. Même ses alliés ne veulent pas cette escalade-là.
Et donc, du coup, avec un Trump qui est contre les points aujourd'hui, qui a pris complètement du recul en disant, bon, là... En fait, pour être concret, toutes les personnes qui sont sur ce plateau-là, qui racontent n'importe quoi, ne sont absolument pas objectifs envers la Russie. Ils sont bien évidemment du côté ukrainien, ça on l'a compris dès le départ, il n'y a pas de souci. Mais il faut être un minimum objectif quand on est sur ce genre de plateau. Mais après, tu vas me dire que comment ça s'appelle, LCI, c'est fait pour ça. La propagande fort pour l'Ukraine. Qui tape, là c'est les Ukrainiens qui tapent, et il est en entraîneur de baseball là sur le côté. Donc on voit bien que cet affront et cet aplomb ukrainien avec ces nouveaux gains stratégiques mettent en échec la diplomatie et le discours de Poutine vis-à-vis de sa population, de ses alliés et de ses ennemis occidentaux. Donc c'est pour ça qu'on a une communication aujourd'hui en demi-teinte, un petit peu distante et un petit peu froide, parce que objectivement ils savent même certainement pas quoi annoncer exactement. Ils cherchent comment faire du mal encore plus à l'Ukraine. Mais c'est compliqué de justifier la situation auprès des populations intérieures. Ils ne devaient pas avoir de guerre sur leur territoire, c'était une opération spéciale initialement. Et donc il doit y avoir aussi des pressions politiques intérieures. Attendez, vous voulez que je rappelle à cette dame que l'opération spéciale c'était censé se dérouler certes sur le sol ukrainien, mais sauf qu'en fait, tu oublies de rappeler que l'OTAN est derrière l'Ukraine, qu'il y a 32 pays derrière l'Ukraine qui poussent l'Ukraine, qui fournit tous les armements nécessaires à l'Ukraine pour pouvoir détruire la Russie. Et on en parle des missiles que on veut récemment donner à l'Ukraine, comment ça s'appelle, les Russes, je sais pas quoi là, que les Allemands veulent donner. On en parle de ça. Donc, en fait, arrêtez un peu au bout d'un moment. Quand vous dites l'Ukraine, c'est plus l'Ukraine en fait. Moi, je parle de l'OTAN. Parce que c'est l'OTAN qui est derrière l'Ukraine. Vous avez beau me dire ce que vous voulez, j'en ai rien à carrer. Ok, voilà. L'OTAN face à la Russie. Soit aller vers l'escalade, soit d'arrêter ce festival. On a l'exemple de ces pressions. Elles sont sur les réseaux sociaux, bien évidemment, mais en Russie, elles sont également tous les soirs à la télévision par certains propagandistes, et certainement le plus connu, un certain Vladimir Solov. Propagandiste, vous êtes le premier à être le propagandiste de l'Ukraine. Vous êtes le premier. Soloviev dans ses œuvres, regardez et écoutez surtout. Nous vivons une époque qui a déjà dépassé la crise des missiles de Cuba en termes de danger de basculement du monde vers une guerre nucléaire. Ce n'est que la sagesse de notre commandant en chef, la prudence de notre commandant suprême qui a permis au monde de rester en vie jusqu'à présent. Il nous préserve de l'Armageddon. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réponse, mais la réponse sera calibrée. Elle sera sans aucun doute extrêmement dure et indéniablement responsable. Elle viendra, c'est certain. Vous voyez, même lui, alors je ne vais pas dire qu'il est modéré, bien évidemment, mais il est embêté, en fait. Parce que c'est le premier à dire qu'il faut envoyer une bombe nucléaire sur Kiev, qu'il faut éradiquer, pardonnez-moi l'expression, je cite, ces salauds de nazis en parlant des Ukrainiens. Et là, on lui demande ce qui lui est arrivé. Mais ça m'arrache la bouche de le dire, mais je le trouve assez juste pour deux raisons. Oui, la situation est bien plus grave que la situation de Cuba, parce qu'on est beaucoup plus près d'une guerre mondiale nucléarisée dans l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui. Pas sur quelques têtes de missiles dans des cargos. Voilà, on est beaucoup plus près de minuit 00 qu'au moment de Cuba, et ça me fait aussi très mal de l'admettre, mais il a raison aussi sur le deuxième point, c'est-à-dire que, alors il en parle avec des termes tellement élogieux que c'est grotesque, mais que Poutine est plutôt le régulateur du système. C'est-à-dire que quand on regarde sur les dirigeants politico-militaires russes sur les derniers mois, ceux qui ont professé des menaces nucléaires... Même parfois, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, paraissait plus ultra que Poutine. Voilà, et on pense notamment aussi à l'ancien Premier ministre, Dmitri Medvedev, qui lui y allait... Il est hors cadre. Pas tout à fait, il faisait quand même partie du Conseil de sécurité Non, je dis il est hors cadre, dans la folie. Dans la folie. Et donc, de facto, Poutine est toujours apparu comme l'élément régulateur, et il l'a plutôt été, c'est-à-dire que
Il y a, et là je m'arrêterai de donner raison à Soloviev, ça m'arrache trop de le faire, il y a l'épisode du missile Oreshnik qui vient montrer qu'en réalité tout ça est particulièrement possible. C'est-à-dire que oui, une tête nucléaire c'est possible, ils ont les vecteurs, ils ont déjà testé les vecteurs, d'ailleurs on ne savait même pas qu'ils existaient, et il y a le déclencheur. Oui, tirer sur des bombardiers stratégiques russes, ça peut motiver une puissance nucléaire à le faire. Si nos forces aériennes stratégiques à Mont-de-Marsan, à Avord et à Istres avaient été touchées de cette façon, on aurait réagi, peut-être pas avec une tête nucléaire, mais on aurait réagi très 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 dur. J'ai l'analyse de Gérard Haraud qui était sur notre plateau à vous soumettre et je vous laisse la parole juste après sur comment doit être ou comment peut être la réponse russe. Écoutez. Les Russes frappent tellement fort qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont envoyer des missiles ? Est-ce qu'ils vont viser le palais présidentiel de Zelensky, par exemple, le palais présidentiel ? Bah voilà, c'est ça qu'ils devraient faire, viser directement le palais présidentiel de Zelensky. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. Présidentielle. Est-ce qu'ils vont essayer une fois de plus de détruire les infrastructures énergétiques ? Il leur faut en effet quelque chose de spectaculaire. Ils doivent y penser. Alors dans le spectaculaire, vous vous souvenez certainement, Gallagher, de cette déclaration de Vladimir Poutine quand il avait parlé de son missile idolâtré l'Oreshnik. Il avait dit, avec des Oreshnik, ce qui est bien, c'est que j'ai plus besoin de nucléaire. J'en envoie 3 ou 4, chargés cette fois-ci, et ça fera à peu près le même dégât. Est-ce que ça pourrait être ça, la réponse de Vladimir Poutine ou de la Russie ? Alors, ce qui est terrible, pardonnez-moi, avec ces missiles, c'est que vous êtes obligé de prévenir certains pays, dont les États-Unis, avant de vous en souvenir. Non, bien sûr, précisément parce que c'est un vecteur qui peut transporter l'arme nucléaire avec une tête qui est mirvée, donc avec potentiellement différentes ogives qui seraient déclenchées. Tout de suite après les frappes donc sur la flotte aérienne stratégique russe, Oreshnik, c'est le terme qui revenait le plus dans la bouche des Ukrainiens, des gens qui surveillent les événements. Ça voudrait dire, ça supposerait qu'ils en aient d'autres. Ce qui n'est absolument pas certain, puisqu'ils ont affirmé avoir la capacité... Donc, lui, tu ne crois pas que la Russie est capable d'avoir d'autres Oreshnik, sachant qu'ils en ont envoyé juste un seul sur l'Ukraine, qui était vide, faut le rappeler. Il y en a un qui est vide. Donc, tu es en train de douter encore. Et si demain, il envoyait un Oreshnik sur l'Ukraine, qu'est-ce qu'il va dire? Et cette fois-ci, bien évidemment, chargé, parce qu'il ne sera pas à blanc. Parce que le précédent qui a été envoyé, il était à blanc. Si le prochain qui va tirer, ou bien les prochains Oreshnik qui seront tirés sur l'Ukraine, chargé cette fois-ci, il faudra pas se plaindre. Ok. Et je pense que, bon, après d'un côté, je me dis aussi que la Russie a peur de la rétro-ingénierie aussi. Ils peuvent prendre les missiles Oreshnik. Bon, même si je pense qu'à l'impact au sol, ils seront détruits. Bref. Produire en quantité industrielle. Ce serait un message adressé évidemment aux Ukrainiens, mais aux Européens également, puisque c'est un missile de croisière à portée intermédiaire, donc qui pourrait jamais toucher les États-Unis, mais qui pourrait nous toucher, nous, y compris ici, du côté de Paris. Monsieur Gallagher, il n'a pas compris. Le Oreshnik a été conçu spécialement pour vous, les Européens. Il n'a pas été conçu pour aller atteindre les États-Unis. Il y a la bombe nucléaire pour ça. Je l'ai toujours dit, si demain la Russie rentre en conflit avec les États-Unis, il n'y aura pas de demi-mesure. C'est les nucléaires qui vont parler. C'est la Troisième Guerre mondiale. Ok. Donc, il faut arrêter de mêler les États-Unis de vos bêtises, de vos problèmes, même s'ils sont déjà dedans jusqu'au cou, les États-Unis. Faut le rappeler. Ok. Donc, toi, Gallagher, je te l'ai dit. Imbécile. Paris ou en région parisienne. Mais simplement pour faire le lien avec la séquence Soloviev, on vit quand même en mai 2025 dans un monde où Soloviev est plus modéré dans ses propos et sa réaction que le général Kellogg, donc un membre de l'administration Trump. Et ça, c'est très inquiétant. Maintenant, je renvoie à ce que Gwendoline Desbonneaux disait tout à l'heure depuis Kiev. Ça, c'est nos discussions qui naissent de notre empathie à l'égard des Ukrainiens ici en plateau. Les Ukrainiens, ils vivent leur vie. Ils sont bombardés, je rappelais les chiffres, 470 drones qui ont été tirés kamikazes il y a 2 nuits sur l'Ukraine. Je n'ai pas les chiffres pour la nuit dernière. Plus de 900 au lendemain de négociations des premières à Istanbul. Voilà, exactement. Donc il y a une forme de constance, je le redis, chez Donald Trump qui dit un coup ceci, un coup cela, mais qui ne fait rien. Sur la Russie qui effectivement... est engagé, semi-engagé dans une sorte de simulacre de négociation qui ne donne absolument rien, à part, et ça il faut le souligner, les libérations de prisonniers, c'est très important, mais sur le sujet des enfants, rappelez-vous ce que Meninsky dit aux Ukrainiens,
arrêtez avec vos salades qui servent à faire pleurer des vieilles dames européennes qui elles-mêmes n'ont pas d'enfants. Donc il y a ce cynisme, et de ce point de vue-là, je le souligne et je le redis, je me répète, il y a une forme de constance absolument tragique, d'abord pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Avez-vous besoin de plus d'énergie, plus de... Les alliés, comme c'était tout pour leurs bêtises aujourd'hui, ils en ont fini de raconter leur salade. D'ailleurs, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, prenez soin de vous. Allez, ciao.